Ravi d'accueillir à mes côtés, je vous en prie, installez-vous monsieur. Donc monsieur Jean-Louis Missica, adjoint au maire de Paris, chargé de l'urbanisme, de l'architecture et des projets du Grand Paris. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Asseyez-vous, je vais me mettre là. Comme ça, nous serons sous les feux de lumière. Merci beaucoup d'être avec nous donc, pour cette grande journée de l'efficacité énergétique et environnementale du bâtiment. Avec, voilà, on a à Paris, on en parle beaucoup, une volonté de neutralité carbone en 2050. Évidemment, il y a beaucoup de projets et beaucoup d'opportunités qui vont arriver. Et donc peut-être une première question, bien sûr, sur l'engagement de Paris dans la démarche bas carbone. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est quelque chose que vous avez déjà beaucoup travaillé. Oui, c'est-à-dire que, comme vous le savez, depuis maintenant beaucoup de temps, et plus particulièrement depuis qu'Anne Hidalgo est maire de Paris, nous nous sommes engagés sur une trajectoire qui doit normalement arriver à la ville zéro carbone, à la ville entièrement décarbonée à l'horizon 2050. Nous avons fait une nouvelle mouture du plan climat parisien. Et je dois dire que ce plan climat est très ambitieux, mais que pour le moment, je dirais tout va bien, c'est-à-dire que nous atteignons les étapes les unes après les autres, et nous avons déjà réussi. Excusez-moi, je vais prendre ma feuille parce que les chiffres, il vaut mieux être précis, mais pour vous donner un ordre de grandeur, en 2018, les émissions locales de Paris s'élèvent à 5 millions de tonnes de CO2, en baisse de 25% par rapport à 2004. Ça concerne les émissions générées par la consommation énergétique des immeubles et des véhicules roulant dans Paris et le traitement des déchets. Et c'est surtout dans le transport que nous avons les meilleurs résultats grâce à la réduction de la place de la voiture. Les émissions intramuros associées sont en baisse de 36% par rapport à 2004. Et l'empreinte carbone globale de Paris est également en baisse de 20% par rapport à 2004. Et cette empreinte carbone globale, elle comprend notamment les émissions liées à l'alimentation, au tourisme ou encore aux matériaux importés. Et de ce point de vue-là, par rapport au plan climat, nous avons 2 années d'avance, puisque c'était l'objectif que nous étions fixés à l'horizon 2020. Donc je dirais, même si les objectifs ont pu sembler ambitieux au moment où nous avons présenté ce plan climat, on est sur la bonne trajectoire, mais il ne faut pas relâcher l'effort. Et ce matin même, Anne Hidalgo a présenté son projet pour 2020-2026, où bien sûr cette question de la trajectoire carbone est au cœur de son projet. Je vous rappelle 2 dates qui ont beaucoup marqué les esprits, mais je pense qu'il faut les répéter le plus souvent possible. 2024, sortie du diesel, et 2030, sortie du moteur thermique. Oui, c'est des sacrées dates. Et en plus, donc vous avez agi sur plusieurs domaines, et notamment dans le milieu qui nous intéresse, le monde du bâtiment. Donc vous avez lancé plusieurs démarches, donc Réinventer Paris. Je sais que vous avez essayé de beaucoup travailler sur la mobilisation des aménageurs et des bailleurs, sur le travail du biosourcé, ou encore le béton bas carbone. Il y a le rafraîchissement aussi, je crois que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Oui. Alors, vous savez, le bâtiment et les travaux publics, c'est l'une des industries les plus polluantes de la planète, après l'industrie pétrolière. Et on l'oublie souvent, mais si le béton était un pays, ce serait le 3e pays le plus pollueur de la planète, après la Chine et les États-Unis. Voilà, on dit aussi, alors les chiffres varient, mais enfin on dit que le ciment, ça représente entre 8 et 10% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la planète. Donc il est clair qu'on ne peut pas réussir à réaliser les objectifs du plan climat et bien sûr les objectifs de l'accord de Paris, de la COP21, l'accord de 2015, si jamais on ne s'attaque pas directement à cette question du bâtiment. Et nous avons insisté sur 3 grandes dimensions. La première, c'est réhabiliter plutôt que de démolir et reconstruire. On dit souvent aussi que les déchets du BTP, c'est près de 80% des déchets au niveau de l'Île-de-France, en volume, et que dans ces déchets, la part des déchets de démolition, c'est près de 60%. Donc il est clair que si nous voulons véritablement améliorer la performance environnementale de la construction, il ne faut démolir que si on ne peut pas faire autrement.
Et c'est pour ça que nous avons promu la réhabilitation et nous avons fait des très très belles réalisations au cours de cette mandature en la matière, aussi bien d'ailleurs dans le secteur public chez les bailleurs sociaux que dans le privé, puisque beaucoup d'acteurs privés ont accepté de nous accompagner dans cette démarche. La deuxième grande démarche, c'est celle du réemploi. Il faut absolument créer une filière du réemploi et il faut que le réemploi devienne aussi un réflexe. Il faut que nous soyons capables à la fois d'avoir une plateforme d'échange virtuelle, mais aussi d'avoir des lieux de stockage pour que le réemploi devienne réalisable à l'échelle de la région Île-de-France. Et puis bien sûr, le troisième élément, c'est ce que j'ai appelé la sortie du béton. Alors bien sûr, on ne peut pas sortir du béton comme on sort du diesel, ni en termes de calendrier, ni même en termes de sortir complètement du béton. Mais je plaide pour un réagencement des priorités. C'est-à-dire que le béton doit, au lieu d'être le top of mind, d'être la première idée à laquelle on pense en matière de construction, ça doit être la dernière idée à laquelle on pense. C'est-à-dire une fois qu'on a épuisé toutes les autres. Une fois qu'on a fait la démonstration qu'on ne peut pas utiliser de matériaux biosourcés, par exemple, ou de matériaux géosourcés. Donc, ça me paraît essentiel d'avoir à l'esprit que le bois, que la fibre, que la paille, que le chanvre, que même la pierre de taille, parce que justement, elle est locale en région parisienne. À Paris, de nombreux bâtiments haussmanniens. Absolument, mais la pierre de taille, on la trouve dans des carrières qui sont à quelques dizaines de kilomètres du centre de Paris. Eh bien, ce sont des solutions qui sont plus intéressantes en termes de performance carbone, de captation carbone que le béton. Et donc, c'est un peu comme ça que nous présentons cette problématique. Et nous avons voté au Conseil de Paris en juillet dernier un document d'orientation dans le domaine de la programmation et de l'aménagement qui doit déboucher sur une révision du PLU à l'horizon 2022 et qui intégrera ces grands principes réhabilitation, réemploi, matériaux biosourcés, dans le cadre du PLU. Mais justement, parlons opportunités. Il y a quand même deux grands projets, j'ai envie de dire, qui se profilent, qui sont même déjà très avancés. Le premier, le Grand Paris. Parce que, évidemment, quand on parle de Paris, on pense intramuros, mais aujourd'hui, il faut penser un peu autour. Puis on sait qu'il y a quand même un gros problème de foncier. Enfin voilà, ce sont vraiment des sujets importants. Et j'imagine que voilà, Paris, maintenant, ça ne s'arrête pas à Paris, justement. Non, bien sûr. D'ailleurs, ce qui a été assez intéressant dans la période que nous avons vécue, c'est que nous avons lancé l'appel à projet Réinventer Paris en 2014, fin 2014, début 2015, avec quand même des propositions qui ont été un véritable coup d'envoi de cette petite révolution copernicienne qu'ont vécu les promoteurs, les architectes et les constructeurs au cours de la période où on a pris conscience à la fois des nouvelles façons de travailler, nouvelles façons d'habiter, mais également de nouvelles façons de construire. Dans la foulée, il y a eu Inventons la métropole du Grand Paris, où là aussi, on s'est rendu compte que beaucoup de propositions tenaient compte de ces nouvelles façons de construire. Je dois dire qu'il y a eu quelques propositions assez impressionnantes dans Inventons la métropole du Grand Paris. Et bien évidemment, c'est le terrain de jeu fondamental de cette révolution, c'est le Grand Paris. On a vu le cahier des charges du village olympique pour les C'est JO mon deuxième grand projet. de 2024. Alors excusez-moi, je mélange, c'est pas grave. Je veux dire, le cahier des charges, aussi, voilà, le cahier des charges du village olympique, le cahier des charges du village des médias, et même ceux de l'Arena pour ce qui va être construit à Paris et de la piscine olympique pour ce qui va être construit côté Saint-Denis. Je pense que ces grands projets ont ceci de particulier qu'ils doivent être exemplaires parce qu'ils sont emblématiques, mais ça ne doit pas être non plus une façon de protéger le business as usual derrière. Il faut vraiment que ça diffuse et que ça devienne une habitude de penser bois, de penser matériaux biosourcés et d'accepter l'idée que l'on doit avoir une performance
énergétique et une performance écologique des nouveaux bâtiments qui soient vraiment à la hauteur des engagements que nous avons pris contre le réchauffement climatique. Alors vous avez parlé de rafraîchissement. Oui, ça c'est un immense sujet de préoccupation. D'ailleurs, la maire en a parlé ce matin également. Immense sujet de préoccupation parce que quand vous avez des pics de chaleur à 43 degrés à Paris, ce que nous avons eu cet été, quand vous savez ce que nous disent tous les climatologues, parmi eux Jean Jouzel, que ces pics de chaleur ne vont pas être exceptionnels, mais vont devenir malheureusement la routine. Quand vous savez que dans certains bâtiments, ça se traduit par des températures à 50 ou 55 degrés dans les appartements, il est clair que la question du rafraîchissement se pose de façon urgente. Et cette question du rafraîchissement, il faut se rendre compte qu'il y a deux manières de la traiter. Il y a une manière anti-écologique et il y a une manière écologique. La manière anti-écologique, c'est le climatiseur un peu partout. Il suffit de se balader à Hong Kong ou à Dallas pour voir ce que ça peut donner. Hein. Et on sait qu'en matière d'empreinte carbone, c'est une catastrophe. Et même en matière d'accélération de la création des îlots de chaleur dans l'espace public. C'est-à-dire que le rafraîchissement est obtenu dans l'espace privé au prix d'un accroissement de la chaleur dans l'espace public. Ne parlons pas de consommation énergétique et de défiguration de la ville. Parce qu'il faut imaginer ce que pourrait donner une ville comme Paris avec des climatiseurs un peu partout. Et puis il y a une manière vertueuse de traiter cela, c'est le rafraîchissement naturel. Il faut faire ce que certains appellent de la rétro-innovation, c'est-à-dire il faut aller regarder dans le passé comment les architectes trouvaient des solutions pour rafraîchir les bâtiments et voir si ces solutions peuvent être appliquées à l'existant, parce que ce n'est pas uniquement dans le neuf, mais c'est aussi dans l'ancien qu'on doit être capable de mettre en place ces procédés de rafraîchissement naturel. Je pense notamment au tour avant, hein, qui était une des grandes inventions des architectes persans lors du premier millénaire. Ces tours avant, on peut s'en inspirer dans un certain nombre de bâtiments haussmanniens, grâce aux cheminées, mais aussi, je pense, aux HBM, où il y a également la possibilité de gérer la circulation de l'air de cette façon-là. Donc il y a des pistes extrêmement intéressantes. Il y a également, Paris a la chance incroyable d'avoir un des réseaux les plus développés de froid, le réseau Climespace. Pour le moment, le réseau Climespace est réservé aux tertiaires et aux grands établissements publics. Nous avons commencé à travailler à une offre pour le petit commerce, mais je pense qu'il va falloir réfléchir aussi à une offre pour le logement. Donc il faut vraiment prendre ce problème à bras-le-corps, et c'est dans les 10 ans qui viennent qu'on l'aura résolu, dans un sens ou dans l'autre, côté climatisation artificielle ou au contraire côté rafraîchissement naturel. Et alors enfin, peut-être un dernier grand volet, le numérique. J'imagine que le numérique aussi, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez activer beaucoup pour aller vers ce bas carbone également, voilà, le traitement de la data. Oui, alors ça a déjà été un tout petit peu évoqué lors de la table ronde précédente. Je pense que le numérique est un excellent support d'abord pour passer d'une mobilité propriétaire à une mobilité comme service. La mobilité comme service, pour moi, c'est l'horizon des grandes villes dans les 10 ans qui viennent. Et dans les 6 prochaines années, nous devons construire le socle qui permettra de dire que bientôt, être propriétaire d'un véhicule personnel dans une ville, qu'il soit thermique ou électrique, n'est pas justifié, parce que l'offre de services de mobilité sera telle qu'il sera beaucoup plus intéressant de pouvoir pratiquer l'intermodalité, passer d'un service de mobilité à un autre, plutôt que de circuler avec son véhicule. Alors bien évidemment, la data joue un rôle fondamental en la matière. Si jamais on veut avoir cette fluidité dans les services de mobilité, il faut que l'on puisse trouver sur son smartphone toutes les solutions de mobilité et qu'on puisse les acheter, les réserver, les utiliser de façon extrêmement fluide. C'est ce qu'on appelle parfois le pass Navigo universel, mais je crois beaucoup que cette solution doit être la solution du futur pour les villes. Pour revenir au bâtiment, il y a plusieurs choses.
Vous savez que nous avons fait une petite révolution, je ne sais pas si tout le monde dans la salle la connaît, mais je pense que oui, parce que vous êtes des professionnels. Nous avons dématérialisé le permis de construire à Paris. L'ensemble de la procédure aujourd'hui est dématérialisée. Alors non seulement ça économise énormément de papier, mais surtout ça permet justement de produire de la data et de la partager. Vous savez que les datas produites par la ville de Paris sont en open data, donc tout le monde peut y avoir accès, sous réserve bien sûr de la confidentialité des données personnelles. Mais je pense que le BIM, c'est-à-dire le Building Information Management, est un outil tout à fait remarquable aussi pour améliorer la performance dans la fabrication des bâtiments. Je pense que les architectes vont s'y mettre, que les constructeurs, travaille beaucoup et voilà, que les constructeurs vont également s'y mettre. Hein. Et je pense que si jamais la conception numérique peut aller du début jusqu'à la fin du processus, peut accompagner toute la chaîne de valeur, ça peut véritablement permettre de faire des gains de productivité. Et nous avons énormément besoin de gains de productivité dans la construction de bâtiments en France et notamment à Paris. J'ajoute que une des façons que l'on aura d'améliorer la performance carbone de la construction des bâtiments, c'est la filière sèche, c'est la préfabrication, c'est d'avoir des bâtiments que l'on peut construire et déconstruire relativement facilement. C'est tout ce qu'on appelle la réversibilité du bâtiment. Et donc tout ça, si vous voulez, est quand même directement lié à notre capacité de numériser le processus de fabrication, de la conception à la livraison du bâtiment et même au-delà. Parce que nous savons par exemple que la performance énergétique au moment de la livraison, elle se détériore dans les années qui suivent, tout simplement parce que ceux qui gèrent le bâtiment ne maîtrisent pas l'ensemble des connaissances qui permettent de le gérer de façon optimum d'un point de vue énergétique. Et il me paraît là aussi essentiel. Il y a aussi un nécessaire besoin d'information de l'habitant, en fait, de la personne. Ça, absolument. Vous savez qu'on a fait une expérience très intéressante à Clichy-Batignolles qui s'appelle Cordée, qui est la création de ce qu'on peut appeler un nouveau métier, le facilitateur énergétique de quartier. Et donc nous avons été capables de faire la démonstration que quand tous les gestionnaires de bâtiments travaillent ensemble et se focalisent sur l'idée, sur ce concept de performance énergétique, eh bien on peut améliorer la performance de façon assez exceptionnelle. Donc Paris en 2050, zéro carbone. Paris en 2050, zéro carbone, et j'espère peut-être même un tout petit peu avant. Merci beaucoup. Merci.